Bonjour, je me présente, je suis Martine Beaulieu, formatrice à Écoute ton corps. Bienvenue à ce webinaire avec Lise Bourbeau. Avant de commencer à parler avec Lise, je veux quand même parler de son cheminement jusqu'à aujourd'hui. En fait, elle a créé sa propre école de vie, Écoute ton corps, à partir de 1982. Par la suite, elle a écrit un premier livre qui s'est poursuivi avec finalement 24 livres à son actif aujourd'hui, qui ont été traduits en 22 langues jusqu'à maintenant, et elle a 4 millions de livres de vendus jusqu'à maintenant. Elle a aussi, il faut savoir que ces livres sont l'extension de son enseignement, en fait. Donc, elle a créé 2 formations différentes. Une première pour les gens qui désirent animer des ateliers ou encore être conférencier ou encore pouvoir ouvrir son propre cabinet en relation d'aide. Alors, bonjour Lise. Bonjour Martine. Ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui à ce webinaire. J'ai une première question, en fait, et merci de répondre à toutes ces questions là, des internautes qui ont eu la gentillesse de poser plusieurs questions. Okay. Alors, la première, c'est qu'est-ce que je peux faire pour identifier les besoins que j'ai à combler quand cela ne va pas bien? En fait, par exemple, quand je n'ai plus d'énergie, quand je me renferme sur moi-même, et ça, c'est une question d'Annick. Annick, OK. Alors, Annick, c'est une bonne question parce que beaucoup de personnes se posent cette question-là. Qu'est-ce que je peux faire quand ça ne marche pas comme je veux? Alors, c'est juste de prendre un temps d'arrêt, puis juste regarder là, à ce moment-là, qu'est-ce que je veux pour moi? Si toutes les circonstances étaient parfaites, si ça dérangeait personne, si j'avais tout ce qu'il faut, les connaissances, l'argent, tout ce qu'il faut pour faire arriver ce que je veux, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? T'sais? Fais juste laisser venir là, ce qui vient là, à ce moment-là de ta question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je veux? Ça pourrait être la réponse, je veux juste être, je voudrais juste avoir du calme autour de moi, je voudrais juste avoir un peu de paix, quelle que soit la réponse. Et ce qui vient, bien là, tu sais que c'est un besoin de ton être. Et bien, si c'est par exemple plutôt une action, comme je voudrais que mon mari soit plus attentif, hein, quelque chose que tu voudrais que quelqu'un d'autre fasse, ou bien je voudrais avoir plus d'argent, bien là, on est un peu dépendant, hein, quand on a des réponses comme ça, on est dépendant de l'extérieur. Donc, toujours, va un peu plus loin et demande-toi, ça m'aiderait à me sentir comment? Et quel que soit le mot qui vient, si ça me sentir plus confiante en moi-même, me sentir plus heureuse, plus joyeuse, bien, tout ça, c'est pour te montrer que tu as besoin d'apprendre à aller vers ce besoin-là par toi-même. Qu'est-ce que tu pourrais faire cette journée-là pour être plus joyeuse? Pour être plus confiante. Hein? Ça peut être te faire des compliments ou te payer un petit cadeau, faire quelque chose qui te fait plaisir. Ben, c'est toujours s'arrêter. Qu'est-ce que je veux pour moi à ce moment-ci? Parce que si on attend que les autres soient d'accord avec nous pour qu'on ait le droit de vouloir des choses dans la vie, ben, on peut attendre longtemps. Mais le plus important dans les besoins de ton être, c'est toujours au niveau de ce que tu es, ce que tu veux être. Hein? C'est pour ça que j'ajoute tout le temps, une fois que tu as trouvé ce que tu veux, ce que tu désires, ça va t'aider à être quoi. Puis ça, tu as le droit d'être ça par n'importe quel moyen tu veux, mais ça, c'est ton droit, parce que de toute façon, c'est toi qui vas assumer les conséquences de ce que tu fais arriver dans ta vie. Merci. Lise, il y a une autre question ici. Ce qui m'interpelle chez l'autre, aussi bien en négatif qu'en positif, je peux me renvoyer l'ascenseur et me l'approprier. Cela ne dit pas qui est l'autre, cela ne dit pas qui est l'autre, mais peut m'aider à mieux me connaître. Donc, en théorie, je trouve que c'est très intéressant et en même temps, pas toujours évident. Donc, pouvez-vous nous donner plusieurs exemples très différents les uns des autres afin de mieux utiliser l'outil du miroir? Et ça, c'est une question d'Aurore. Aurore, OK. Ah, le fameux miroir, hein? C'est vraiment quelque chose qu'on enseigne beaucoup, on en parle beaucoup dans nos ateliers, dans mes livres, les conférences.
parce que c'est pas évident. Hein, l'ego résiste complètement à cette notion du miroir. Alors, pour ceux qui entendent ça pour la première fois, quand on parle de miroir, ça veut dire que les autres sont notre reflet. Comme Aurore vient de dire, tu sais, ce que je vois chez les autres, ben, je peux me considérer que je peux le voir en moi aussi. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que, surtout quand on voit quelque chose qu'on n'aime pas chez l'autre. Quand c'est des choses agréables, c'est plus facile d'accepter qu'on peut être comme ça. Mais quand c'est pas agréable, là, ce qu'on voit chez les autres, ce qu'on juge les autres d'être, c'est pas possible que l'ego résiste. Donc, mais l'important, le plus important là-dedans, c'est que le miroir ne se fait qu'au niveau du être. Parce que moi, ça fait longtemps, hein, ça fait 33 ans, écoute ton corps, puis je faisais du développement personnel de 15 ans avant ça, donc ça fait 48 ans que je fais du développement personnel. Donc ça fait certainement au moins ça, là, 50 ans que j'ai lu cette phrase-là la première fois dans un livre, que les autres sont votre miroir, sont votre reflet. Puis c'est toujours des belles phrases, mais moi, je pensais toujours que c'était au niveau de toutes les actions, comme si une personne, disons, me parle très fort ou me parle d'une façon impolie. Ben, ma première réaction, c'est bon, moi, je fais jamais ça, je ne suis pas comme ça. C'est pour ça que j'avais de la difficulté à le faire, le miroir, pour aller vraiment au fond des choses, parce que je portais attention plutôt à une action ou un comportement. Et donc, si moi, une personne me parle fort, pour faire vraiment le miroir, je dois m'arrêter et dire, quand mon patron, par exemple, là, il me parle fort, puis il est vraiment rude avec moi, je le juge d'être quoi? Fait que c'est toujours au niveau du être. Il ne faut pas s'attacher du tout à la façon de l'exprimer, le comportement. Parce que le comportement, c'est plutôt ce qu'on voit, physique, puis l'attitude, c'est intérieur. Hein? Donc, si la réponse dit, ben, je le juge d'être irrespectueux, ben, c'est là-dessus qu'on doit faire les miroirs. Alors là, il faut que tu te poses la question, à quel moment que moi je suis irrespectueuse? Puis même, on peut le faire avec la personne qu'on juge, hein, qu'on accuse d'être comme ça. Fait que si tu prends le temps de dire, à quel moment, est-ce qu'il y a des situations où est-ce que mon patron, qui est irrespectueux avec moi, il pourrait me trouver, moi, irrespectueuse? Ben, si c'est à toi maintenant de trouver la réponse. Puis, la grande majorité du temps, on arrive à le voir. On se dit, ah ben oui, c'est vrai, moi, je manque de respect envers mon patron parce que je parle derrière lui, dans son dos. Je le critique devant aux autres personnes à côté de moi. Fait que, alors, si je suis irrespectueuse, moi aussi. Quand on a trouvé à quel moment on pourrait être jugé d'être irrespectueuse, là, on se dit, quand je suis irrespectueuse, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi je suis comme ça? C'est quoi qui me motive à être comme ça? C'est pas mon intention. Fait que la réponse pourrait être, ben, c'est parce que je me suis sentie blessée, là, puis j'étais dans ça me faisait mal, là, puis là, ben, j'ai été irrespectueuse. J'ai pas réfléchi, puis je suis respectueuse. Donc, alors, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la compassion pour l'autre personne parce que, souvenez-vous que ce qu'on juge chez l'autre, c'est toujours des aspects de soi qu'on n'aime pas de nous. Et puis aussi que c'est l'intention qui est derrière ça qui est importante. Fait que si toi, ton intention, c'était pas d'être irrespectueux, c'était ben, juste, tu t'es défendu, tu as peut-être, ou tu as fait une action qui n'était pas ta préférence. Mais ça peut être considéré irrespectueux. C'est pas méchant, c'est juste, on a le droit d'être des humains avec des fois des douleurs et puis on se sent blessé, hein, puis on agit comme ça. Parce que le but du miroir, c'est d'avoir de la compassion pour l'autre personne. C'est pas de dire, ah ben là, il faut que j'arrête d'être irrespectueux. C'est pas ça le but. Le but, c'est de se donner le droit d'être comme ça, que parfois ça m'arrive d'être ainsi, puis parfois ça arrive à l'autre d'être ainsi envers moi. Et puis, c'est pas parce qu'on est des méchants, on veut pas faire du mal à l'autre, c'est juste qu'on est des humains, puis on a des faiblesses, puis on a des fois des choses qui nous font mal. Donc, vous voyez, ça aide beaucoup, beaucoup à ouvrir le cœur. Donc, se souvenir
qu'on fait les miroirs seulement au niveau du être, puis après ça, de regarder notre intention, puis savoir que l'autre a la même intention. Et c'est ça qui fait que cet exercice du miroir, je peux vous dire, vous assurer que dans mes 45 ans de développement personnel, même plus que ça, j'ai encore jamais trouvé un outil aussi précieux pour aider tout problème relationnel. Que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, c'est extraordinaire comment ça peut changer une relation, d'être capable d'avoir l'humilité quand même, hein? Parce que l'ego, il ne veut pas qu'on fasse ça, parce que l'ego dit toujours que c'est la faute de l'autre. Mais si on est capable de passer par-dessus ça, puis se dire non, 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 c'est moi je veux arriver là, à être bien avec cette personne-là, puis je veux arriver à savoir pourquoi qu'elle vient me chercher, pourquoi qu'elle me dérange tant, cette personne-là, qu'est-ce qu'il y a en moi qui me dérange. Vous voyez, ça, c'est une personne qui fait les bonnes actions pour améliorer sa vie. Oui, et j'ai remarqué aussi, Lise, dans les ateliers, il arrive parfois des participants qui disent « Mais je me vois vraiment pas irrespectueux, Martine. Je me vois vraiment pas irrespectueux. » Alors, à ce moment-là, on peut aussi leur demander d'aller valider avec les gens autour d'eux. C'est ça. Les gens qui les connaissent bien. Parce que ça se peut que toi, tu m'aies déjà jugé d'être irrespectueux. Est-ce que tu m'as déjà vu ainsi? Et souvent, les personnes qui sont près de nous vont avoir cette facilité à nous le dire aussi. Hein? Ils vont être très francs, ils vont être très heureux de nous le dire aussi. Alors, c'est une belle façon de le savoir. Bien, ce qui est encore un petit peu plus que ça, si on va voir la personne que nous autres, on a jugé d'être irrespectueux, si on lui dit, tu sais, j'ai appris que quand on juge quelqu'un d'être quelque chose, c'est parce que l'autre aussi nous a jugé de la même affaire. Fait que je veux juste vérifier avec toi. À quel moment, parce que si on dit, moi je me suis parce qu'avec mon mari, moi quand je disais, est-ce que ça t'a déjà arrivé de me juger de quelque chose, puis lui qui ne voulait jamais me faire du mal, il disait, oh non chérie, jamais, je t'ai jamais jugé de ça. Mais quand je disais, ah non, je sais que si moi je t'ai jugé d'être de même, là, ça veut dire que toi, quelque part, j'ai dû faire quelque chose à un moment donné où tu m'as jugé de ça. Fait que c'est correct, là. Pense-y, là, je vais te revenir dans une couple de jours, OK? À quel moment que tu m'as trouvé, tu m'as jugé d'être comme ça? Et puis ça marchait. Puis il revenait au bout de 2-3 jours, il disait, puis as-tu trouvé? Puis ça a été un outil extraordinaire pour notre relation de couple. Absolument. Prochaine question de Dorothée. Comment réussir à me faire plus confiance? Oui, c'est une bonne question parce que la confiance, ça ne se développe pas comme ça du jour au lendemain. Hein? C'est quelque chose qui se développe à long terme. Et alors, pour commencer, ça serait de commencer à faire une liste peut-être des situations dans ta vie où tu te fais déjà confiance. Parce que j'ai connu souvent des personnes qui sont assurées qu'ils n'ont pas confiance en elles, mais finalement, quand ils commencent à faire le bilan de leur vie, ils s'aperçoivent que, pour faire la cuisine, par exemple, ils ont confiance en eux, ils peuvent essayer une nouvelle recette sans avoir pas de se tromper. Bon, puis, parce que, vous savez, avoir confiance en soi, c'est être capable de se révéler sans avoir peur du jugement des autres. Fait que si, disons, même si tu fais une erreur, si tu dis, tu es capable d'en parler, de dire, là, je me suis trompée, je vais recommencer, ça finit là, puis tu n'as pas peur d'être jugé par les autres, c'est parce que tu as confiance en toi. Tu oses admettre qu'il y a des choses où tu as plus de difficultés, parce qu'on a tous des forces puis des faiblesses dans la vie. Ensuite, une autre chose qui peut aider, c'est de faire plus de compliments. Et à tous les jours, de prendre le temps de te féliciter, que ce soit pour des petites actions, on n'est pas obligé d'être des choses extraordinaires, hein, de te dire merci, de te féliciter pour ci, pour ça. Prends le temps de réviser ta journée. Puis ça, c'est toujours bon à n'importe quel temps de notre vie de faire de la rétrospective puis de se faire des compliments. Puis peu à peu, tu vas commencer à réaliser que tu es une personne qui a plein de talents, bien plus que tu penses, puis que tu es capable de foncer dans la vie, puis donne-toi le temps d'améliorer ça. Hein? La prochaine question, elle est de Lise. Ma question est celle-ci. De quoi dépend un eczéma facial au niveau du menton, des joues et sur la moustache? Y a-t-il quelque chose à appliquer sur cela? Ou bien c'est uniquement psychosomatique? Ou est-ce dû à l'angoisse que je vis quelquefois?
J'attends votre réponse, chère dame. Bon, alors les problèmes de peau, bon, si ça pique beaucoup, ce qui est le cas souvent pour l'eczéma, ben c'est souvent une indication de désir insatisfait. Et quand c'est dans le visage, ben c'est toujours l'image qu'on donne, que les gens voient de nous. Fait que, je sais pas, c'est toi qui peut faire le lien entre ces désirs insatisfaits puis l'image que tu projettes aux autres. Et aussi, une autre chose que je pourrais faire le lien avec, c'est une blessure, parce que les problèmes de peau, surtout dans le visage, sont une indication de la blessure de rejet. C'est qu'à quelque part, tu dois probablement te rejeter pour plein de choses, parce que, tu sais, on regarde une personne, disons, qui aurait un gros problème de peau, qui a le visage plein de, je sais pas moi, de gros boutons, ou même aller jusqu'à, tu sais, la lèpre, ben, ça repousse. Hein, la peau, c'est un organe de contact. On a plus envie de toucher à une belle peau douce, c'est clair, qu'une peau qui est pleine soit de verrues ou de boutons ou de bobos. Hein? Alors, c'est une façon de tenir les gens à l'écart, ça, quand on a des problèmes de peau. Et quand c'est dans le visage, bien, c'est toujours sur l'image qu'on projette. Donc, si tu veux projeter une bonne image, il faut que tu commences toi-même à te créer une image, hein, en te faisant des compliments, puis en te donnant le droit d'être ce que tu es dans le moment, même si ça ne répond pas à tout ce que tu veux. Hein, dans la vie, on veut beaucoup de choses, mais on ne peut pas arriver à tout ce qu'on veut tout de suite. C'est important de se donner le droit de ne pas être ce qu'on veut pour commencer, afin d'arriver à être ce qu'on veut. Donc, donne-toi le droit de ne pas toujours être peut-être à la hauteur des attentes des autres ou à la hauteur de tes attentes. Et puis, voilà, probablement une personne très perfectionniste qui est très exigeante envers toi-même. Donc, voilà ce que je te suggère. Et puis, ça ne t'empêche pas d'aller trouver une pommade quelconque ou un produit qui peut t'aider à réduire un peu les problèmes d'eczéma dans ton visage. Mais quand on fait un travail sur soi, on peut le faire aussi. On peut se faire aider par soit la médecine de notre choix ou par des médicaments si c'est nécessaire. Mais c'est parce que si on fait juste le faire de l'extérieur, bien, il n'y a rien qui va changer. Hein, parce que c'est reconnu, il y a plein de bonnes crèmes pour la peau et tout, mais dès l'instant où on arrête de l'appliquer, tous les problèmes reviennent. Donc, c'est pour ça qu'on suggère de faire un travail intérieur en plus de faire quelque chose qui vient de l'extérieur. Okay. Alors, une autre question de Isabelle maintenant. Bonjour Lise, j'espère que de tout mon cœur que vous vous trouvez en bonne santé. Voilà ma question. Je suis une femme très indépendante et j'ai besoin de liberté. Toutefois, j'ai remarqué dans mes relations avec les hommes que je suis dépendante affective. Cela peut-il venir de ma blessure d'abandon? Oui, bien, ça peut venir de plusieurs blessures, hein, parce que être dépendante affective, c'est pas juste la blessure d'abandon qu'on appelle le masque de la blessure d'abandon, c'est le dépendant. Être dépendant affectif, c'est une indication de manque d'amour de soi. Alors, on dépend des autres au même degré qu'on ne s'aime pas. Moins je m'aime, plus je vais avoir besoin d'autres personnes pour me montrer, me prouver leur amour. Hein? C'est comme ça que ça marche. Donc, la dépendance, c'est juste ça. C'est juste le manque d'amour de soi. Et donc, pour la blessure, je ne peux pas te dire quelle blessure, mais si tu me dis que tu es très indépendante, ça veut dire que c'est comme si tu cherchais à ne pas montrer ta partie dépendante. Et ça arrive très souvent avec la blessure de trahison, parce qu'on ne peut pas admettre qu'on est dépendant derrière tout ça. Puis là, tu fais la personne forte qui est très indépendante, mais être indépendant, c'est pas la solution. Être indépendant, c'est être en réaction à la dépendance, parce que tout le monde a besoin des autres personnes. On veut plutôt atteindre l'autonomie. Hein, être autonome. Une personne autonome, c'est une personne qui est capable, qui connaît ses propres besoins et
qui est capable d'admettre qu'elle a besoin d'aide de quelqu'un d'autre pour se faire aider. Puis elle va aller chercher l'aide. Mais si, par exemple, comme toi avec ton conjoint, si par contre tu dépends totalement de ton conjoint pour t'apporter cette aide-là que tu demandes, bien ça c'est de la dépendance. Mais si tu demandes à ton conjoint de t'aider dans quelque chose, puis lui il ne peut pas ou il n'a pas envie, il dit non, puis toi, tu ne vis absolument rien, tu ne vis pas de grosses émotions. Tu dis, bon, ben OK, ma préférence, ce serait que toi, tu m'aides là-dedans. Mais si tu ne peux pas, ben, je vais me trouver quelqu'un d'autre. Tu vois, ça, c'est une personne autonome. Elle sait faire ses demandes, elle demande de l'aide à une personne, mais il ne faut pas que ce soit nécessairement cette personne-là qui l'aide, parce qu'autrement, là, elle cherche une preuve d'amour. Ça, c'est la dépendance affective. OK. Maintenant, on va prendre une question de Yolande. Yolande dit « Comment ne pas être pollué émotionnellement par les remarques d'autrui? » Oui, ça, je ne sais pas si Yolande va aimer ma réponse. Parce que, Yolande, je veux juste te dire que si une autre personne te fait une remarque désobligeante, c'est que toi, tu te l'as fait, cette remarque-là. On attire toujours à nous tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je sais que c'est pas facile à accepter cette grande notion de responsabilité-là qui dit que nous sommes toujours en train de créer notre vie. Quand on pense que c'est l'autre qui n'est pas correct, c'est l'autre qui est insultant, c'est l'autre qui est irrespectueux, puis il nous fait des remarques désobligeantes, il n'y a rien qui change. Alors, quand ça t'arrive, là, qu'une autre personne te fait une remarque comme ça, fais juste arrêter, puis te regarder, puis dire « OK, je la trouve comment, cette personne-là? Là, tu sais, je la juge d'être quoi là, quand elle me parle de même, là, quand elle ose faire des choses comme ça? » Puis là, tu vas voir que ça veut dire que toi aussi, tu es comme ça, mais tu veux tellement pas être de même que tu vas peut-être complètement nier d'être comme ça, ou tu vas peut-être tout faire pour ne pas être comme ça. Fait que quand on fait tout pour ne pas être d'une certaine façon, une certaine attitude, ben on n'est pas nous-mêmes. On est en réaction. Donc, si, par exemple, on n'est pas capable d'accepter une personne impolie, arrogante, ben on va tout faire pour ne pas être arrogant, puis bien souvent, on va peut-être s'imposer des choses qui vont être contraires à nos besoins pour ne pas être arrogant, mais finalement, on ne peut pas s'en sauver. Puis ça, je peux garantir à tous ceux qui m'écoutent, là, que même si vous êtes convaincus de jamais être ce que vous jugez l'autre d'être, là, ben, si vous vérifiez autour de vous, il y a plusieurs personnes qui vous jugent d'être ça. Puis vous allez être très surpris quand vous allez l'apprendre, parce que selon vous, être comme ça, ça se peut pas, tu sais. Puis ça me fait penser à un monsieur lui, qui disait « Moi, je peux pas tolérer les gens irrespectueux, là. » Puis il mordait dans le mot, là. Puis, tu sais, j'aime pas ça. Puis, alors, la personne, je lui demande si ça lui arrivait, lui, d'être irrespectueux des fois, puis il dit « Oh non, jamais, jamais. » Fait que là, je lui donne un exemple qu'il avait fait avec sa femme, puis il dit « Ah ben non, j'ai juste pris ma place. » Tu vois, lui, il appelait ça autrement. Mais finalement, ça avait été très irrespectueux ce qu'il avait dit. Mais lui, il voyait ça comme une personne qui prend sa place. Puis ça, c'est très courant, ça, c'est des trucs de notre ego. Là, on se fait jouer des tours sans arrêt parce qu'on ne croit pas être ce qu'on juge les autres d'être avec nous. OK. Alors, on va écouter la question de Sandro maintenant. Bonjour, je suis séparée de ma femme, mais mon cœur est toujours pris d'elle. Mon cerveau a bien compris que nous sommes séparés, mais mon ego n'a pas compris. Et alors, je mange. J'ai pris des kilos et maintenant, après les vacances, je tente de suivre un régime, mais c'est difficile. Merci pour votre aide. Moi, il n'y a pas vraiment de question, hein, c'est ça. Ouais. Parce que quand il n'y a pas vraiment de questions, c'est difficile pour moi de répondre plus juste parce que je pourrais partir dans différents sens. Tu sais, là-dedans, il y a manger trop, il y a être pris. Bon, parce que, Sandro, ça va être important si tu veux vraiment avoir une réponse avec quelqu'un, il faut que tu apprennes à poser une question claire et précise. OK? Alors, je suis désolée, je ne peux pas répondre à ta question.
Une autre ici. Bonjour Lise, je vous suis depuis plus de 2 ans et j'ai beaucoup lu et relu et écouté votre CD Écoute ton corps. J'ai un souci de relation avec ma belle jeune fille de 22 ans. Je suis dans une tristesse de la perdre tout en étant désireuse qu'elle soit heureuse dans son évolution tout en continuant de la voir, mais elle ne souhaite plus me voir très souvent. Alors, comment être bien, moi, dans cette situation? Alors, ça, c'est Ça, c'est Fabienne. Fabienne, puis c'est avec sa belle-fille. Sa belle-fille, oui. Elle a écrit « Ma belle jeune fille de 22 ans ». OK, parce que c'est la fille de son compagnon, probablement. Probablement. Ouais. Bon, alors, tu sais, ça s'appelle faire du lâcher-prise. On ne peut pas contrôler tout le monde. On ne peut pas toujours faire arriver tout ce qu'on veut dans la vie, tu sais. Alors là, c'est probablement une situation où est-ce qu'elle a besoin d'espace, elle a besoin de profiter de son espace, puis d'aller dans sa direction personnelle. Puis si tu es capable juste de dire, ben elle n'est pas en train de dire qu'elle m'aime pas, elle n'est pas en train de dire que je suis une mauvaise personne, elle est juste en train de parler de ses limites. Parce que ça arrive, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui veulent plus voir telle autre personne, mais c'est correct. Puis vous aussi, vous avez le droit de faire ça. Hein? Ça arrive à tout le monde, ça, qu'on a des moments comme ça. Alors, c'est sûrement une situation que tu attires dans ta vie pour apprendre à lâcher prise et puis de savoir que cette personne-là a le droit d'avoir des limites et puis que toi aussi, tu pourrais faire ça aussi dans ta vie. Parce que si tu as de la difficulté à voir quelqu'un agir comme ça, probablement que toi, tu n'oserais pas le faire puis que tu aimerais peut-être le faire avec certaines personnes. Laurence a écrit « Lorsque nous avons un projet et que des obstacles se présentent à nous, doit-on persévérer ou doit-on se dire qu'il y a quelque chose de mieux à venir? » Oui, ça, j'ai souvent cette question-là. Jusqu'où on va, tu sais? Quand est-ce qu'on doit juste s'arrêter, puis lâcher, puis dire « Bon, ben non, c'est pas pour moi, ça. » Donc, c'est important, ça, d'être en contact avec ce que tu ressens. Parce que quand tu es aussi longtemps que dans ton projet, là, tu visualises que c'est déjà arrivé, puis quand tu fais juste y penser, là, ça fait un gros « wow » dans toi, là. Bien, ça veut dire que c'est encore bon pour toi, ce projet-là. Mais si ça devient, là, juste le fait d'y arriver, puis ça devient de plus en plus lourd, puis c'est décourageant, c'est peut-être le temps que tu lâches et que tu passes à un autre projet, tu sais. C'est surtout au niveau du senti qu'on le sait. Parce que des fois, ça arrive à tout le monde, on a des obstacles, puis on trouve une solution, on trouve une autre solution, puis après, quand tout est fini, on dit « Mon Dieu, comment j'ai fait pour arriver? » On réalise, tu sais, sur le coup, là, on le voulait tellement qu'on trouvait les solutions. Puis ça ne semblait pas difficile, si difficile que ça. Et mais quand ça devient très lourd, là, qui dit qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout de tous nos projets? Hein? L'important, c'est d'en avoir. L'important, c'est d'avoir des buts, hâte à quelque chose, des projets, des objectifs. Ça nourrit beaucoup notre corps émotionnel. D'avoir des désirs. Mais par contre, on n'est pas obligé d'y aller jusqu'au bout de chacun parce que passer à une autre chose et puis si ça devient trop difficile. Ça peut peut-être juste être une belle expérience de lâcher prise qu'elle a besoin d'expérimenter. Oui, c'est ça. Ouais, mais il faut vraiment être dans le sentir. Ouais. OK. Maintenant, une question d'André. Je me demande pourquoi je passe toujours à côté des postes de direction. Gérante, directrice adjointe. J'obtiens tout le temps des postes comme gérante adjointe, superviseur. Je passe tout le temps à côté des meilleurs postes. Je me demande si je n'ai pas le syndrome de l'imposteur. Alors, il n'y a pas vraiment de question là non plus. Hein? Elle se demande pourquoi elle passe à côté, mais elle ne te le demande pas à toi. Ben là, je pourrais peut-être ajouter de regarder, tu peux peut-être juste faire le bilan. Est-ce que je veux vraiment avoir un poste de direction? T'sais? Parce que si tu passes ton temps à le faire arriver, il y a peut-être plus de peurs. Tes peurs sont peut-être plus fortes
que ton désir d'être directrice, c'est ça, c'est André E, c'est ça? Oui, et puis, puis si tu as des peurs, c'est correct, tu as le droit d'avoir peur. Tu sais, c'est pas un échec d'être directeur adjoint plutôt qu'être directeur, parce que ça en prend pour tout le monde, hein, les postes pour tout le monde. Puis si tu as trop peur, parce qu'avec un tour de responsabilité, peur d'avoir un échec, peur de ne pas bien faire, si tu as toutes les responsabilités d'être directeur, bien, c'est juste le fait de donner le droit, dans le moment, j'ai trop peur pour arriver à ce poste-là, je vais m'en tenir à directeur adjoint, puis la journée que je vais avoir moins peur, puis que je vais me sentir prête, je vais être capable d'être directeur, puis d'oser le faire, même si ça se pourrait que je manque mon coup, là, ben ça va arriver. Mais c'est, tu sais, ni un ni l'autre, c'est pas bien, c'est pas mal, tu sais, c'est comment, on sent un peu que ça tape sur la tête, c'est comme un échec, puis dans la vie, il n'y a pas d'échec, il y a juste des expériences, puis tu as le droit de dire, ben non, moi, dans le moment, j'aime mieux ça un petit peu plus mollo, là, tu sais, être directeur, directrice, ça, c'est des plus grosses responsabilités, tu sais, puis, mais si c'est vraiment ça que tu veux, à un moment donné, juste le fait d'accepter nos peurs, c'est comme ça vient d'éloigner les limites. Puis ça, c'est bien difficile à comprendre tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas fait, tu sais, parce qu'on pense qu'il faut arrêter d'avoir peur, puis ça ne marche pas, arrêter d'avoir peur. On peut pas analyser une peur, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Pour que la peur se transforme en d'autres choses, on doit pour commencer se donner le droit d'avoir peur. C'est correct, on est tous des humains, puis on a tous des peurs à des différents degrés, puis dans des différents domaines, puis c'est ni bien ni mal, ça fait partie d'être humain. Et on peut dire que cette expérience-là, peut-être, veut juste lui faire voir qu'elle a peur d'avoir ces postes-là d'abord. Oui, c'est juste ça. Puis juste se donner le droit d'avoir peur. Par la suite, oui. OK. Chantal, maintenant, elle a écrit « On dit que l'on doit régler notre passé avant de pouvoir cheminer ou avancer dans la vie. Je me pose beaucoup de questions. Le rejet, est-ce un sentiment ou une perception? Pourquoi avoir de la difficulté à pardonner ou oublier? Comment s'accepter, s'aimer et être bien dans notre peau? » Oh, wow. Beaucoup de questions. Ça, c'est tout le cours Être bien de 2 jours. Bon, alors, le rejet, c'est vraiment, ça peut être un sentiment comme ça peut être une émotion. Hein? Un sentiment, si je me sens rejetée, je me sens, on se rejette soi-même, on se sent rejeté par une autre personne. Puis quand il y a une émotion, là, ben là on commence à accuser. Alors ça veut dire qu'il y a de l'émotion, là, on vit de la colère, de l'accusation. Mais c'est pas juste une perception. On pourrait dire que c'est une perception quand on parle de quelqu'un d'autre. Moi, je peux dire à l'autre personne, ben tu sais, hier, quand tu m'as parlé, là, je me suis sentie vraiment rejetée par toi. Puis l'autre, elle va dire, ah, je t'ai jamais rejetée, c'est tout dans ta tête. Tu vois? Moi, j'ai peut-être perçu ça comme du rejet. Quand ça vient de quelqu'un d'autre, oui, ça pourrait être une perception, mais c'est quand même une émotion. Si tu vis ça difficilement, là, ça devient une émotion aussi. Et au début, c'est la première phrase, c'était... parce qu'il y a plusieurs questions. La deuxième question, c'était pourquoi avoir de la difficulté à pardonner ou oublier et comment s'accepter, s'aimer et être bien dans notre peau? Oui. C'est s'accepter, être bien dans notre peau, c'est se donner le droit d'être humain avec toutes nos faiblesses, puis nos forces, nos croyances, nos peurs, nos différences. C'est juste se donner le droit d'être ce qu'on est. C'est tellement simple là, que c'est pour ça que ça ne marche pas avec les gens. C'est trop simple. On est tellement habitué de se compliquer la vie qu'en réalité, l'amour véritable, c'est juste se donner le droit d'être ça. Ça va pas. C'est pas selon ma préférence, c'est pas ce que je veux, mais pour le moment, je suis comme ça. Tu vois, c'est ça, s'aimer. Et puis, pardonner, ben, c'est la même chose. Quand on s'accepte tel qu'on est, on est en train de se pardonner. Fait que pour se réconcilier avec les autres, on fait la même chose. On accepte que l'autre, dans le moment, a des limites. C'est une personne différente, elle n'a pas les mêmes besoins que moi, les mêmes désirs. On s'accepte
on est capable de se mettre dans les souliers de l'autre. Fait que c'est comme ça qu'on se réconcilie avec l'autre, puis avec soi, bien, on se donne le droit d'être ce qu'on est. Fait que c'est pas rien de compliqué, hein? C'est tout simple, mais c'est très difficile parce qu'on n'est pas habitué de se rendre des choses faciles. C'est ça qui est notre gros problème. On a tendance à se la compliquer, la vie. Non, c'est donc vrai. Oui. Bonjour, Madame Bourbeau. Comment expliquer clairement à quelqu'un, après plusieurs tentatives faites, de ne pas parler que de maladies dans la vie, mais de belles choses, car il y en a aussi de sa part, mais elle ne les voit pas. Il se fait que j'ai plusieurs tentatives et c'est toujours à recommencer, et pourtant je lui parle positivement, mais ça ne lui rentre pas dans la tête. Ça me met de la pression et m'enlève de l'énergie. C'est Linda. Linda qui écrit ça. Bon, ben Linda, là, on voit quelqu'un qui essaye de changer une autre personne. Hein? Tu n'es pas capable d'accepter que cette personne-là soit une personne de nature négative. Elle ne parle que de ses problèmes, elle ne veut pas parler de ses belles choses. Mais ça, c'est son affaire. C'est sa vie, c'est ce que l'autre veut. Elle veut vivre dans ces choses négatives. Alors, tu ne peux pas changer personne. C'est impossible. Ça, c'est de se prendre le Dieu de l'autre personne. Hein? Ça, c'est juste l'ego qui veut changer les autres comme ça. Je sais que ça ne fait pas plaisir d'entendre ma réponse, mais on ne peut pas changer. Tu vois, toute l'énergie que tu y mets là, depuis je ne sais pas combien de temps, puis ça ne donne rien, ça te crée de plus en plus de frustration. Alors, on a le droit de vouloir donner des conseils. On peut dire à une personne, est-ce que je peux te faire une observation? Tu sais, as-tu remarqué que à chaque fois qu'on se voit, tu parles juste de tes maladies, des choses négatives, puis moi, j'aimerais donc ça pouvoir parler de choses agréables avec toi. Tu sais, est-ce que tu as déjà remarqué que tu es comme ça? Tu vois, ça, c'est pas de l'accusation, c'est pas du jugement, c'est une observation. On a bien plus de chances que ça marche, ça, comme ça. Parce que tant que tu veux la changer, ça veut dire que tu la juges, elle n'est pas correcte. Il faut qu'elle soit comme toi pour être correcte. Tu vois, ça, c'est juste de l'ego. Et si la personne a dit, puis après, j'ai le droit de parler de mes maladies, moi, j'aime ça. Bien, si tu... je vais être obligée de te dire que moi, comme je me sens pas bien à parler juste de choses négatives, ben, on va être obligé de se passer nos visites ensemble parce que moi, j'ai de la difficulté. Fait que toi, tu peux continuer à parler de tes maladies tant que tu veux, mais moi, je suis pas obligée d'écouter ça. Fait que c'est à toi. Tu ne peux pas changer l'autre personne. Par contre, si tu ne veux pas être en présence d'une personne comme ça, tu as le droit de choisir de ne plus être en présence de cette personne, mais sans la juger. Parce qu'elle, c'est peut-être la seule façon qu'elle sent qu'elle existe dans la vie. À part de ses problèmes, là, ben, c'est une façon pour elle d'avoir de l'attention. Si c'est juste un appel au secours pour avoir de l'attention, c'est pas une personne méchante, là. Alors, ben, tu n'es pas obligé, toi, de subir ça. Fait que dans la vie, c'est comme ça. Tu sais, c'est comme... moi, j'ai vu, là, j'avais une belle-sœur qui me parlait que toujours contre les autres. As-tu vu ça? As-tu vu qu'est-ce qu'elle a fait? Toujours des choses négatives par contre les autres personnes. Bien, à un moment donné, moi, je n'aimais pas ça. J'ai arrêté. Je me suis dit, non, je n'ai pas besoin d'entendre ça. Mais elle, je n'ai pas essayé de la changer. C'est sa nature d'être comme ça. Puis, tu sais, on ne peut pas toujours avoir tout le monde qui agit comme on veut. Hein? C'est impossible. Hein? Ça, c'est du gros contrôle. Hein? Puis, vouloir contrôler une autre personne, ça prend beaucoup d'énergie. Puis, toi, tu perds toute ton énergie que tu peux utiliser à faire des choses productives pour toi pendant ce temps-là. Et dans un atelier, Lise, tout comme Linda, une personne disait justement qu'elle voulait changer l'autre, hein, elle avait beaucoup d'attentes, et parce que l'autre était négatif. Et je lui avais posé la question, est-ce que ça se peut que toi, tu t'empêches des fois d'être négative? Parce que souvent, l'autre est aussi encore en notre miroir. Je l'accuse d'être négative. C'est parce qu'à quelque part, je m'empêche peut-être, moi, de l'être. C'est pas bon. Parce que ça veut dire que pour Linda, être négatif, c'est qu'elle ne pas bien. C'est pas correct d'être comme ça. Fait que, puis je suis certaine
que dans son cas, dans ton cas, Linda, si tu vérifies autour de toi, il y a certainement des personnes qui disent qu'ils trouvent négatif. Ouais. On va poursuivre avec une prochaine question sur le pardon véritable. Alors, comment pardonner véritablement quand la personne reste sur notre chemin et continue à nous ennuyer par moments? Doit-on mettre des distances, sachant qu'il s'agit d'un des deux parents? Je précise que les deux parents sont ensemble, en couple, et qu'il est délicat de délaisser l'un et pas l'autre, comme des frères ou sœurs auxquels on ne voudrait pas créer de différence. Malheureusement, je n'ai pas le prénom de la personne. Ouais. Oui, ben ça, je peux juste te dire de te référer ça fait déjà 2-3 réponses que je donne là, en parlant du miroir, tu sais, la personne qui est plus difficile à vivre avec, là, puis c'est de regarder, tu le juges ou accuses cette personne-là d'être quoi. Et puis, c'est le seul moyen pour arriver à être bien avec cette personne-là, parce que c'est sûr que si c'est au-delà de ta capacité, ben, tu peux t'éloigner de la personne. Mais si tu veux arriver à faire la paix avec la personne, ben, fais la technique du miroir, puis après ça, tu vas voir, tu vas avoir beaucoup plus de compassion pour l'autre personne. OK. Ouais. Alors, une dernière question avec Corinne. Corinne dit « Bonjour Lise, bien que tout aille bien dans ma vie et que de nombreuses questions existentielles ont trouvé réponse, il subsiste quelques petits soucis de santé. Un surpoids de 20 kilos, plus une constipation opiniâtre et des œdèmes dans le milieu de la journée. J'ai beau comprendre avec la tête, rien ne lâche. Est-ce que je veux trop comprendre? Je suis une grande contrôlante. Le surpoids est répandu de la tête aux pieds et j'aime aussi que les choses soient justes. C'est plus au niveau des œdèmes que je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi je veux encore me protéger. Alors, merci pour ton éventuelle réponse, Corinne. Bon, alors c'est pour tout problème de santé ou problème en général, on a une méthode de décodage. Écoute ton corps. Je vais essayer de faire ça le plus simple possible. Là. Tu regardes le problème et puis tu te demandes la question, ce problème-là m'empêche de faire ou d'avoir, puis et d'être quoi. Et alors ça, tu viens de découvrir un besoin que tu as, quelque chose que tu as besoin pour toi, mais que tu ne te permets pas parce qu'il y a une petite voix dans ta tête qui dit que tu n'as pas le droit d'aller vers ce besoin-là. Parce que tout problème qui nous bloque dans notre vie, ça veut dire qu'on se bloque à l'intérieur de nous. Donc, en la réponse à ça m'empêche quoi dans ma vie, alors ton poids t'empêche quoi dans ta vie, dans quel domaine, bon, alors là, tu as la réponse à quelque chose que tu veux. J'imagine que les autres problèmes de santé, il peut y avoir les mêmes genres de réponses ou ça peut être des réponses différentes aussi. Et puis ensuite, pour savoir quelle est ta façon de penser ou ta croyance qui t'empêche d'aller vers ce que tu veux, tu te poses la question, si j'allais vers ça, là, vers ce que je veux dans la vie, qu'est-ce qui pourrait arriver de désagréable? J'ai peur de quoi? Tu sais, parce que dans la vie, on est toujours en train de créer. Si on crée en fonction de nos besoins, c'est qu'aussitôt qu'on a un besoin, c'est ça qu'on va manifester. Mais si on a plus peur de le faire arriver que ce que nous désirons, bien là, la peur va bloquer. Fait que pour trouver, si on ne fait pas arriver ce qu'on veut dans la vie, c'est toujours parce qu'il y a un blocage au niveau mental chez nous, dans la tête et au niveau de l'ego aussi. Hein? Donc, il se peut que tu n'aies pas la réponse tout de suite quand tu dis « Oui, mais si j'avais ce que je veux, là, qu'est-ce qui pourrait arriver de désagréable? » Bien, il se peut que ta réponse soit « Bien, ça serait tellement agréable, il ne peut pas rien arriver de désagréable. » Non, parce que si tu n'avais pas de peur, tu l'aurais déjà, tout ce que tu veux. Donc, continue à te poser la question, laisse-la mijoter là, dans ta tête pendant quelques jours, puis tu vas arriver à trouver une réponse de quoi tu as peur. Et ensuite, la troisième chose, la troisième étape, c'est de donner le droit d'avoir cette peur-là pour le moment. Puis juste prendre le temps de dire merci à ton problème de santé ou ton problème de poids qui t'a aidé à découvrir quelque chose dont tu as besoin. Fait que tu dis au moins, grâce à ça, je sais ce que je veux dans la vie, là. Je suis pas prête à y aller tout de suite parce que j'ai encore trop peur, mais je vais y arriver un jour.
Puis tu vois, au moins, tu vas avoir tu vas avoir le bon côté de ta maladie. Il y a aussi une question sur la santé, justement, encore. Bonjour Lise, comment peux-tu expliquer le cancer des très jeunes enfants? Et c'est une question de Claude. Femme, homme, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on a constaté, même la médecine l'a constaté depuis déjà 20-30 ans, hein, que les enfants ont de plus en plus des maladies d'adultes. Des choses qu'on voyait auparavant, plus chez les adultes, maintenant, des problèmes cardiaques, des problèmes de cancer, toutes sortes de problèmes. Et moi, mon explication, c'est que les enfants d'aujourd'hui, on les appelle les enfants du berceau. Et ce sont des vieilles âmes qui s'en viennent ici pour nous aider, sa planète Terre, à progresser plus vite. Et alors, c'est des âmes qui veulent venir régler les choses plus vite. Alors, au lieu d'attendre à 40 ans pour avoir un cancer, par exemple, en l'ayant plus tôt, ils peuvent commencer à comprendre quelque chose plus vite avec ça. Et puis des fois, j'ai vu aussi que il y a des enfants qui, comme par exemple la leucémie, leucémie, combien il y a d'enfants leucémiques? Il y a des enfants des âmes qui arrivent avec une maladie importante juste pour faire travailler le reste de la famille. Parce que souvent l'enfant, j'entends moi des parents qui me disent, mon enfant, là, il est tellement sage, là, il a 7 ans, là, puis il sait qu'il va mourir, là, mais c'est lui qui nous fait rire, c'est lui qui a tellement une belle façon face à la vie, puis il est notre rayon de soleil. Fait que vous voyez, c'est l'enfant, c'est comme s'il y avait une entente au niveau des âmes, parce que moi j'ai appris qu'on vient d'une famille d'âmes, comme on a des familles ici sur la Terre, puis qu'on a comme des plans de vie ensemble. Puis c'est comme si cet enfant-là arrivait, cet homme-là, acceptait d'avoir un cancer jeune, justement pour aider, faire travailler le reste de sa famille, pour accepter la maladie, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et surtout apprendre le détachement. Parce que ça fait partie de l'ère du Verseau, ça c'est très important, nous avons tous à apprendre le détachement, arrêter de croire que nos enfants nous appartiennent, qu'il n'y a absolument rien qui nous appartient. Tout est de passage dans notre vie pour nous aider à nous connaître, pour nous aider à progresser, pour nous aider à évoluer. Donc, si un enfant meurt jeune, cet âme-là, ça faisait partie de son plan de vie. Il n'appartient pas à ses parents. Et donc, il y a plein de choses comme ça, en tout cas que je vois qui sont possibles là, dans le fait que les enfants arrivent ici avec des maladies importantes beaucoup plus jeunes. OK, alors maintenant, comment faire pour que mon conjoint prenne des cours de développement personnel avec moi? Oui. Mais ça, on entend ça souvent, tu sais. Oui. Alors ça, c'est du contrôle. C'est du contrôle. On ne peut pas exiger que notre conjoint ou conjointe ait les mêmes goûts que nous, ait les mêmes désirs, ait les mêmes besoins. Ça fait partie de l'amour véritable. Et puis, c'est sûr que c'est l'idéal. Quand on voit des couples qui font des ateliers ensemble, c'est tellement beau. On les voit partir le soir, là, puis là, dans la soirée, ils ont plein de questions, puis ils ont fait des prises de conscience, puis ça crée des beaux partages. Mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que quand il y en a un des deux qui fait un atelier, bien souvent l'autre le fait par ricochet. Et je me souviens d'une femme qui me disait « Je comprends pas, c'est moi qui fais les ateliers, puis c'est mon mari qui change. » Puis, tu sais, en réalité, non, c'est pas lui qui changeait, c'est elle qui changeait sa perception, qui changeait sa façon de voir les gens autour d'elle, puis qui faisait que les gens autour d'elle étaient différents envers elle. Et souvent, le partenaire, il va entendre des phrases, il va voir
il va entendre des partages de l'autre qui suit les ateliers et puis ça va faire des effets pareils. C'est pas nécessaire que les deux le fassent en même temps. Puis si vous insistez puis vous dites ah oui mais là si mon mari ne suit pas de cours puis moi j'en suis, ben là à un moment donné on ne sera plus au même diapason et il ne pourra pas me suivre. Ben ça s'appelle de l'ego spirituel. Ça veut dire, moi, je vais être plus avancé que monsieur. Et puis, fait que si vous agissez comme ça, ou si vous pensez ça, je vous assure que votre conjoint, il n'aimera pas que vous fassiez du développement personnel parce qu'il va sentir qu'il est jugé, puis qu'il est jugé moindre parce qu'il n'en fait pas. Tandis que si vous dites, ben moi, chérie, c'est ça que j'aime faire, moi, c'est ça qui m'allume, puis toi, c'est peut-être le golf, là, mon mari, c'est peut-être d'autres choses pour le conjoint, et puis qui dit qu'un est mieux que l'autre, hein? Ça fait que c'est ça, un couple dans l'amour, c'est qu'il se donne le droit d'être différent, puis avoir des besoins différents. Bonjour Lise, il m'est difficile d'accepter que l'autre m'insulte et me dénigre. Comment faire? Oui, bien ça, on en revient encore à la fameuse théorie du miroir, là, qui est c'est très fort dans notre approche, parce que ça règle tellement de choses. Bien, c'est sûr qu'il n'y a personne qui aime ça, se faire insulter, tu sais, puis on est porté à répliquer avec notre ego, hein? C'est automatique, là. Un est dans son ego, ben l'autre il tombe dans son ego, puis là c'est une bataille d'ego qui va avoir le dernier mot, qui va avoir raison, tu sais. Et puis, alors, il n'y a qu'une solution, moi j'en ai jamais trouvé d'autre, c'est toujours de t'arrêter quand, là disons que tu vis l'émotion, là tu viens d'être insulté, tu te retrouves tout seul, tu prends du temps pour te respirer, te calmer, puis te dire, OK, comment je vis ça, là? Comment je me sens là-dedans? Puis je le juge d'être quoi, lui, quand il m'insulte comme ça, là, tu sais. Puis quand tu te sentiras capable, c'est là que tu iras voir l'autre personne pour lui parler de ça. Tu sais, quand je me suis sentie vraiment insultée, parce que l'autre n'a peut-être pas l'impression d'avoir insulté, c'est toi, là, qui le perçoit comme ça. Et puis, je me suis sentie insultée là, dans telle situation plus tôt. Et puis, là, j'ai réalisé que je t'avais jugé d'être injuste à mon égard. Alors, je veux savoir à quel moment, toi, tu me trouves injuste envers toi. Et puis, ça crée une belle relation, des échanges. Et puis, c'est magique, hein? C'est magique, mais il faut passer par-dessus notre ego. Ça demande du courage pour arriver à le faire, mais plus on le fait, puis plus ça devient facile à faire. Alors, bonne chance. Bien, merci Lise pour toutes ces réponses. Et merci à vous, chers webinaires, internautes en fait, chers internautes. Merci d'avoir été au rendez-vous et ce sera un plaisir de vous rencontrer soit dans une des conférences de Lise ou encore dans un de nos ateliers. À la prochaine. Au revoir.